Oui, c'est vrai que la subsistance au quotidien, essaie d'étudier cette micro-maisonnée qui est un cas euh, relativement fréquent, même si c'est des micro-maisonnées d'un couple de boulangers paysans qui a connu une expérience de champ collectif et de vie communautaire précédente. Et donc, moi, il m'importait en fait de pouvoir mettre en évidence un continuum en fait en termes de politisation et d'engagement et de ne pas séparer, mais aussi parce que j'ai une perspective féministe pour qui le personnel est politique et qui de façon à la fois théorique mais aussi militante, hein, ne envisage tout ce qui se passe dans une cuisine, toutes les violences aussi qui peuvent s'y déployer comme une géopolitique en fait, et comme quelque chose qui a c'est un grand sujet, et il n'y a pas ni de petits sujets, ni de grands sujets politiques, ni de petites et de grandes arènes. Et donc moi, c'est partant de ce cadrage féministe salutaire sur le plan politique que ça me permettait d'identifier aussi chez ces populations alternatives qui voilà, bricolent, réinventent la vie et ont des tas de modes d'engagement extrêmement variables et en plus très variables selon leur cycle de vie. Je les voyais aussi bien tenter des choses à l'échelle de la cuisine, dont Silvia Federici dit très bien que c'est le point zéro de la révolution, mais aussi là, avoir un séjour, puisque c'était la période, aujourd'hui ce serait les soulèvements de la terre, dans une zone à défendre et dans des luttes d'occupation, et puis aussi avoir un moment dans un groupe de tentative de construction d'un éco-hameau en lien avec un soutien municipal par exemple, et donc se retrouver comme ça à accumuler en fait des formes d'engagement pour être cohérent. C'est parce que la cohérence écologique, anticapitaliste, politique, ça part du principe que la quotidienneté, pour reprendre les termes d'Henri Lefebvre, le quotidien a été complètement reconfiguré dans sa moindre matérialité, dans sa moindre organisation par le capitalisme. Donc il n'y a pas de zone hors capitalisme, et donc ça implique de se poser aussi bien la question du vêtement qu'on va mettre, puisque le textile a été super le premier la proie immédiate du capitalisme, puisque c'était une denrée en plus pas périssable, donc c'était possible de la délocaliser très loin, du textile jusqu'à la voiture, le mode de transport, évidemment l'alimentation, et puis les formes d'organisation que ça implique, puisque quand on ne peut plus remonter l'amont et l'aval des matières, ça veut dire qu'on ne peut plus faire d'auto-gouvernement ou d'autogestion sur la manière dont ces choses-là doivent nous parvenir, et on peut les travailler. Donc, une politisation du moindre geste. Moi, c'est un terme que j'ai essayé de mettre en évidence pour tous les gestes, puisque en fait, y compris quand on va être dans une lutte frontale, il va falloir se poser des questions de cantine, se poser des questions d'approvisionnement, et c'est ce qu'on appelle aussi des luttes préfiguratives de l'organisation du monde tel qu'il devrait être. Et donc c'est évidemment des luttes qui ne négligent pas la question de la subsistance. Et elles en font même quelque chose de démonstratif. Et avoir le grenier des luttes, pour prendre quelque chose de cher qu'essaie de mettre en place les soulèvements de la terre, ça fait partie du travail de subsistance, de lutte qui s'affrontent et pour lequel l'État déploie une violence extrême. Donc c'est aussi la question se pose pas de la même manière quand on est en situation plus pacifiée, même s'il y a beaucoup de répression administrative aussi du côté des alternatives. Donc je me suis dit que s'il fallait faire un continuum, il fallait mettre en évidence différentes scènes et raisonner par lieu. Plutôt que par forme d'organisation. Et donc, il y a des cuisines partout.
donc comme on l'a vu. Il y a des maisonnées aussi qui se mettent en place. Un maisonnée, ça peut être aussi un groupe affinitaire qui vit dans un squat et qui, pour un moment de lutte à ce moment-là, va partager ce quotidien-là, et puis il va se recomposer ailleurs. Mais ça peut aussi bien être la maisonnette que moi j'ai étudiée dans la micro-région de Valonde, et qui met en place des activités agricoles et artisanales. Et donc il y a ces maisonnées-là. Et puis il y a aussi des groupes qui vont essayer d'avoir une action de coordination sur un territoire. Et là, il y a beaucoup aussi par exemple, des labels de type Nature et Progrès qui vont se mettre raisonner à l'échelle départementale, régionale. Mais il y a aussi des syndicats, en fait, qui sont extrêmement ancrés à l'échelle régionale. Et la Confédération paysanne de Loire-Atlantique, c'est pas celle qui aura la même, évidemment, de l'Ariège. Donc en fait, on a aussi des raisonnements par lieu, en fait, qui n'oublient jamais. Moi, j'ai aussi travaillé sur la construction en terre. Il y a beaucoup d'associations régionales de construction en terre. Donc c'est à la fois des groupes professionnels, mais qui n'oublient pas la question de l'ancrage régional, qui est constitutive même de la réflexion aussi sur les matières et les matériaux. Et donc raisonner par lieu, et tout ça, et après il y a ces luttes qui, elles, vont être plus nomades, des mouvements sociaux, mais qui, elles aussi, vont s'appuyer sur des forces locales. Et donc, ça fait un continuum de politisation. Et la vraie question, et qui est féministe par excellence, c'est qui peut cumuler toutes ces scènes, qui peut, évidemment. Et donc là, moi, mes études par trajectoire, elles sont sans appel. Hein. Donc, évidemment, les femmes se trouvent moins en capacité d'explorer toutes ces scènes. Moi, j'ajoute aussi dans ces différentes scènes de politisation, c'est la scène de commerce. Et de commerce, de petits commerces, parce que je pense que c'est très important. Il se passe beaucoup de choses pendant les ventes de petits producteurs. Je pense que ça aussi, et évidemment, on va trouver là des petites productrices qui vont tenir, et puis il y a la scène, évidemment, de l'hospitalité avec d'accueil, de formation. D'autres qui vont venir dans votre unité de production et qui vont aussi s'initier. Et là aussi, il y a du travail de formation qui est un travail politique à part entière, puisqu'il s'agit de former des gens au fait de vivre autrement et de les mettre c'est une montée en compétences qui est importante pour tenir des territoires. Et donc, toutes ces scènes-là, ça fait que il y a une distribution genrée qui peut se mettre en place. Des scènes d'affrontement où on va trouver moins de femmes, même s'il y a un gros travail qui est fait pour que ce soit possible. Et aussi, je pense au travail de Constance Rimlinger sur les groupes éco-queer et qui met en évidence le fait que les groupes éco-queer qu'elle a vus se trouvaient moins pris par la scène agricole que d'autres groupes écoféministes qu'elle a pu étudier. Donc là aussi, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, qui est le fait d'être proche aussi, plus proche de zones urbaines, et puis aussi des formes plus répressives face à des populations qui vont être étiquetées comme queer dans des lieux où l'intégration dans un tissu local, évidemment, est plus complexe. Donc, il y a une distribution genrée, mais aussi sexualisée, on peut dire. Et les femmes vont se retrouver davantage, évidemment, sur des scènes du proche, on peut dire. Et l'autre point majeur on va dire, de distribution des forces quand il s'agit de cumuler tous ces engagements, et c'est la question des enfants. Là, je vois plutôt une répartition très forte entre des populations qui n'ont pas d'enfants ou de personnes vulnérables dont elles doivent s'occuper, d'enfants et en bas âge. Et après, quand les enfants sont éduqués, c'est plus... Mais enfin, c'est quand même ne pas avoir d'enfants, par exemple, est un élément facilitateur pour se retrouver à la fois à lutter sur la scène professionnelle contre l'agrobusiness et le BTP, aller faire
une lutte d'occupation et en même temps continuer à maintenir son potager et puis être dans la scène locale militante pour essayer que la mairie vous fasse pas une zone pavillonnaire sur des terres arables. Donc tout ça, mais il n'empêche que cette population, même s'il y a cette distribution qui est importante, genrée, elle a quand même pour spécificité ce cumul des engagements. C'est-à-dire que, et c'est là pour moi, c'est très important de non pas raisonner à l'échelle d'individus cette fois-ci, mais des groupes. Et là, moi, c'est ce que j'essaie aussi de mettre en évidence par rapport à mes enquêtes qui vont des luttes frontales aux luttes feutrées, puisque j'ai pu voir moi-même, j'ai oscillé et circulé entre ces façons de lutter, mais j'ai vu des populations évidemment alterner et voyager. Mais c'est de voir aussi qu'à l'échelle de groupes locaux, y a une répartition en fait. Il y en a qui sont en disponibilité biographique à ce moment-là, qui n'ont pas la terre qu'ils ont demandé, puis ils n'ont pas récupéré non plus l'atelier qu'il fallait, et donc ils sont entre eux, et donc là ils vont partir provisoirement, voire définitivement, et aller donner toute leur force dans une lutte d'occupation ou de reprise de terre, de reprise de savoir, mais ils vont revenir en fait dans leur groupe, leur réseau alternatif d'origine en fait, et puis déposer des flyers, monter un comité de soutien. Et donc ça crée comme ça une sorte de répartition sur un petit groupe de 80 personnes, il y en a 4-5 qui vont y aller, qui vont revenir périodiquement donner des nouvelles, qui vont en même temps tisser des liens. Et donc pour qu'il y ait ces fameuses bases, arrière, avant, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et donc ça c'est très, très puissant aussi pour renouveler les forces aussi, qui s'épuisent. Et de l'autre côté, on aura aussi des paysans qui n'obtiendront pas des terres, qui veulent, et puis qui vont se retrouver dans des formes de répression, de restriction de leur champ d'action, et qui donc vont trouver dans des luttes frontales aussi une manière de mettre vont contribuer en fait à renouveler l'épuisement que c'est, parce qu'au bout du compte, c'est un épuisement. Et donc moi, si j'écris ces bouquins, c'est aussi pour éveiller des vocations. Et donc pour moi, l'ethnocomptabilité, c'est pas, bien sûr, c'est pas la vie mode d'emploi, mais enfin, si ça peut aider des personnes qui pensent que ça coûte cher, ou qui pensent que c'est pas que c'est un rêve, ou que ça n'existe pas, ou que c'est pas viable, pour moi, de leur fournir une 60aine de tableaux avec des inventaires, leur montrer que voilà, il faut aussi avoir un réseau solide, que c'est une formation ça se fait pas tout de suite, que c'est sur 10 ans, si ça peut aider aussi des groupes qui parfois se disloquent justement sur des questions de propriété, de matérialité, de répartition des tâches, objectiver leurs forces pour proportionner leur action à leurs forces. Ça fait partie pour moi de mon travail de sociologue que de fournir des outils de sociologue, mais d'objectivation à dimension variable et pour tout type de situation. Donc, parce que justement, il ne faut pas être simplement 1 million d'agriculteurs, mais 10 pour, et de paysans artisans, je veux dire. Donc il va falloir... parce que si demain il y a des terres qui sont disponibles, ou des pans entiers de zones commerciales bitumées, il faudra en faire quelque chose. Donc là pour l'instant, les forces se comptent encore.